La Suisse, on l'a dit, veut mieux se protéger contre la menace djihadiste. La task force de la Confédération a présenté hier ses recettes à Berne. Des mesures aussi bien préventives qu'intrusives aussi sont étudiées ou même déjà mises en œuvre pour certaines. Berne qui est particulièrement préoccupé par le phénomène des voyageurs djihadistes, ces jeunes radicalisés qui partent combattre dans les rangs des groupes armés islamistes. Et dans un État fédéral comme le nôtre, évidemment, les cantons ont un rôle crucial à jouer. Nous sommes justement avec un représentant d'un de ces cantons ce matin, le conseiller d'État valaisan Oskar Freisinger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Oskar Freisinger, chef du département de la formation et de la sécurité, également conseiller national, vice-président de l'UDC Suisse. On va commenter avec vous ces mesures et comment vous pouvez ou vous devez les appliquer au niveau cantonal, au niveau du Valais notamment. FEDPOL, l'Office fédéral de la police, qui affine son dispositif de lutte contre la menace djihadiste, mais qui, ce sont ses propos, n'a décelé aucune lacune flagrante. Est-ce que ça vous rassure, ça ? Oui, la collaboration fonctionne assez bien, donc j'ai régulièrement maintenant des listes qui me sont données de cas que le FEDPOL demande à mon canton, par exemple, à la police cantonale de suivre. Il y a parmi ces cas relevés une dizaine qui sont très très clairement liés au terrorisme potentiel. Une dizaine pour le Valais, donc, oui. Ouais, sur la dernière liste, il y en avait une dizaine, mais ça évolue. C'est très évolutif. C'est régulièrement remis à jour, et où la police cantonale sur place fait une analyse de terrain, analyse le milieu social, l'entourage, les habitudes internet, etc., de la personne en question. S'il y a des soupçons fondés de voir cette personne être très radicalisée ou en passe par contre d'aller faire le djihad ou d'agir d'une manière violente. Alors pour vous, le système fonctionne bien. Pourtant, FEDPOL parle d'un défi d'avoir une meilleure coordination de tous les services. Évidemment, la Suisse, c'est le fédéralisme. Alors, il faut multiplier les canaux entre les cantons, la Confédération. Est-ce que là, le fédéralisme ne nuit pas, en l'occurrence, Oskar Freisinger ? Bon, on peut toujours faire mieux, mais je dirais que là, ça fonctionne quand même très très bien. Donc le flux d'informations est régulier, il est bon, il y a un dialogue qui est établi. La Suisse n'est pas directement, en premier lieu, dans le viseur, disons, des djihadistes, puisque nous ne sommes pas un ancien État colonial, puisque nous ne participons pas à cette force internationale qui intervient militairement dans ces pays. Donc c'est vrai qu'on n'est pas au front, je dirais, mais la menace est quand même là, même en Suisse. Donc, pour le moment, je dirais, les mesures qui sont entreprises, elles semblent suffisantes. En Valais, nous avons révisé l'année passée la loi sur la police pour qu'il y ait une possibilité, quand il y a des soupçons fondés, d'être un peu plus intrusif, toujours évidemment avec les garde-fous de l'état de droit, avec le procureur qui doit donner l'ordre d'agir, avec la destruction ensuite des enregistrements éventuels, etc. Donc, on est extrêmement prudent quand même pour protéger la sphère des citoyens. Il ne s'agit pas de créer un État policier, mais malgré tout de donner à la police la possibilité de déceler assez vite ce genre de personnes, parce que arriver trop tard, vous voyez, une fois que l'attentat a eu lieu, c'est vrai, on est très bien équipé pour agir quand l'attentat a eu lieu, au moment où il y a une prise d'otage, etc. Mais c'est prévenir qu'il s'agit de réussir, et ça c'est quand même un exercice assez difficile. Alors prévenir, on souffle un peu le chaud et le froid là du côté de Berne, des mesures préventives, puis il y a des mesures intrusives aussi qui sont à l'étude, notamment ce fameux PNR, ce Passenger Name Record, c'est-à-dire ficher les passagers aériens. Est-ce qu'il faut faire ça ? C'est une mesure que vous appelez de vos voeux, Oskar Freisinger ? Alors, faut bien voir que si quelqu'un va régulièrement en Islande ou au Canada, je veux dire, on va pas réagir. Donc c'est clair que c'est certaines zones sensibles ou certains ricochets habituels, par exemple, voyage vers la Turquie pour aller vers l'État islamique ou des choses comme ça. Donc, ce serait quand même d'enregistrer, si on veut, d'une certaine manière, un voyage répété dans des zones à risque. Et on s'aperçoit que, par exemple, Merah, le terroriste du Sud, Mohamed Merah, lui, avait fait plusieurs voyages, que ces djihadistes ne se radicalisent pas seulement sur Internet. Il y a un certain moment, ils se déplacent physiquement, en tout cas beaucoup d'entre eux, et ils subissent alors non seulement un lavage de cerveau, mais également un entraînement spécifique. Et ils reviennent, et d'agents passifs, d'agents dormants, ils deviennent des agents actifs. Donc de savoir que certains personnages, de manière récurrente, se déplacent dans certaines zones à risque, je dirais que c'est quand même quelque chose qu'on peut exiger de la sécurité. Donc oui, au PNR, c'est ce que vous appelez de vos voeux. Ça va pas trop loin dans l'état fouineur, là on n'est pas très loin de certaines zones du Patriot Act à l'américaine.
Non mais comme je vous dis, les voyages banals vers les vacances, vers les îles Seychelles, etc. Ça n'intéresse personne, ça sera pas sur le radar. Ce qui est sur le radar, c'est vraiment cibler des zones à risque et on sait exactement quelles elles sont, ces zones à risque. Donc ça limite à quelques pourcents de tout le trafic voyageur. Sur les mesures plus sociologiques, disons-le comme ça, plusieurs idées concrètes qui ont été émises hier. Mettre en place un large programme de déradicalisation, relancer aussi le dialogue en Suisse avec la communauté musulmane pour essayer d'obtenir son soutien explicite à ces mesures. Ça vous paraît digne d'être défendu ? Bon, moi, je pars du point de vue que la société musulmane en Suisse, c'est des Suisses, enfin, où beaucoup d'entre eux ont le passeport, ils sont intégrés. Donc, pour moi, il n'y a pas d'un côté les Suisses et d'autre côté les musulmans. Donc, s'ils viennent en Suisse, je pars du point de vue qu'ils s'intègrent, qu'ils acceptent notre système de valeurs, et puis qu'ils s'y tiennent. Donc, le dialogue là, il n'amène pas grand-chose puisque ces gens sont déjà intégrés. C'est pas eux qui posent problème. Ceux qui posent problème, c'est cette petite frange ultra intégriste ou fondamentaliste qui, elle, prévoit justement une islamisation soit à courte durée par la violence, soit à longue durée, les fondamentalistes, et plutôt à longue durée par la démographie, etc., qui ont un plan clairement de conquête mondiale par l'islam. Mais c'est vrai que c'est une minorité qui, elle, peut prendre en otage la majorité silencieuse. C'est ces gens-là qu'il faut cibler et empêcher de nuire. Et là, Paul, avec ces gens-là, comme vous dites, fait la comparaison avec les militants d'extrême droite. Il faut impliquer dans les deux cas les services sociaux, les proches et surtout une personne de confiance issue du même milieu. Est-ce qu'il faut traiter les militants d'extrême droite comme on traite avec les islamistes radicaux ? Qu'en pensez-vous, Oscar Freisinger ? Alors, la première mesure, c'est que ceux qui ont un titre de séjour en Suisse, et là j'ai déposé une motion qui est encore pendante au Conseil national, ceux qui veulent aller faire le djihad, bon ok, on ne faut pas arrêter les voyageurs, qu'ils y aillent. Mais s'ils ont un titre de séjour et qu'ils n'ont pas le passeport suisse, qu'ils perdent ce titre de séjour, ça me semble être le minimum qu'on puisse exiger. Et pour s'ils le ont passeport, voulu aller faire Et pour le passeport, on peut pas, parce qu'il y a le principe de non-refoulement. Alors là, justement, intervient alors cette deuxième possibilité, celle que vous venez d'énoncer. Dans le cas où ils ont le passeport suisse, donc ils peuvent revenir, on peut pas les empêcher, c'est comme ça, c'est la loi. À ce moment-là, moi je suis pour une incarcération plus ou moins provisoire, avec une observation très très claire, des psychologues, tout un système, disons, qui se met en place pour mesurer le péril que représente cette personne, parce qu'on ne sait pas quelles exactions elle a commises là-bas en Syrie, quelles horreurs elle a subi elle-même peut-être, on ne sait pas quel est le degré de perturbation psychologique de ce personnage. Il a le passeport suisse, il représente éventuellement un risque, on doit le prendre en charge évidemment, comme on prend en charge des criminels dangereux actuellement chez nous. Et nous avons par exemple en Valais une commission de dangerosité qui s'occupe de ce genre de problème. Il faut agir de la même manière. Donc il y a un suivi pour être certain qu'on puisse peut-être intervenir psychologiquement sur cette personne qui peut-être est profondément perturbée, a besoin d'aide éventuellement. Mais je dis bien, ceux qui ont le passeport suisse, les autres, moi je suis pour les laisser simplement où ils sont. S'ils ont voulu aller faire le djihad, c'est veut dire qu'ils ne se sont absolument pas reconnus dans les valeurs de notre pays et ils n'ont pas de raison de revenir chez nous. Donc on ne peut pas les priver de leur passeport suisse, ça c'est la loi. Et pour vous, c'est clair, il ne faut pas changer cette loi, il faut laisser ça comme ça. Oui, alors on tombe là, c'est clair contre. C'est un débat en France notamment et dans d'autres pays. Ouais. Alors à ce moment-là, de nouveau, ça va être les grands cris parce qu'on va nous dire oui, mais il y a le principe du non-refoulement, c'est un droit universel, etc. On ne peut pas créer des apatrides. C'est-à-dire si la personne n'a que le passeport suisse et que on lui enlève ce passeport, eh bien il n'est citoyen de nulle part. Et ce principe-là est malheureusement pas acceptable au niveau du droit international. Donc on peut évidemment aller changer ça, mais je vois déjà les résistances, elles seront telles que j'ai franchement peu d'espoir qu'on puisse aboutir dans une telle démarche. Discours très pragmatique, là, depuis une dizaine de minutes, Oscar Freisinger, qui est le vôtre. Discours du conseiller d'État et non pas du vice-président de l'UDC. J'ai envie de dire ça comme ça. Vous acceptez le commentaire ? Bon, écoutez, je suis dans le terrain. Je veux dire, on est obligé d'agir de manière pragmatique. Et puis, je vois pas en quoi ce discours serait tellement différent, puisque la motion, par exemple, de dire que ceux qui ont le titre de séjour le perdent, c'est le Conseil national que je suis qui l'a déposé à Berne. Il n'y a pas tellement de différence. J'ai toujours été pour des solutions pragmatiques. Il n'y a pas d'attaque fondamentale d'une religion contre une autre ou des choses comme ça. Il y a simplement l'exigence de gens qui viennent chez nous
d'adapter leur comportement à notre état de droit. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas appliquer la charia à la lettre ici chez nous, sinon ils sont en contradiction avec notre droit. C'est comme ça. Je dis comme ça parce qu'il me semble vous avoir entendu ou lu exprimer votre soutien à Pegida, ce mouvement anti-islam né en Allemagne. Donc, est-ce que c'est toujours le cas d'abord? Est-ce que Pegida, vous le soutenez toujours, Oskar Freisinger? Alors Pegida, c'est nécessaire peut-être dans des pays qui n'ont pas la démocratie directe. Ça, je l'avais dit également. Là où la société civile se sent lâchée par les politiques, qui ont un peu peur de fustiger certains comportements issus des milieux musulmans extrémistes, comme cette fille allemande qui a été brûlée vive là par son ami turc, etc. dernièrement en Allemagne, et personne ne réagit. Il n'y a pas de grand cortège parce que ma foi, c'est une Allemande qui a été sacrifiée. Imaginez un peu le contraire si ça avait été une fille turque, vous auriez eu un cortège de Munich à Baden-Württemberg au nord de l'Allemagne. Donc c'est cette inégalité de traitement là qui gêne et qui fait réagir les gens. Ils ont l'impression que lorsqu'il s'agit de défendre des minorités, tout le monde monte au créneau, mais quand il s'agit de défendre la grande majorité silencieuse, personne ne bouge. Et Pegida est issu de cette frustration là. Oui. En Suisse, nous avons la démocratie directe. Il n'y a pas de lieu de descendre dans la rue et de faire des grandes manifestations puisque nous avons des instruments institutionnels pour nous défendre contre ce genre de dérive. Alors il y a l'Allemagne et puis il y a l'Autriche, c'est d'ailleurs le pays dont vous êtes aussi originaire. Le Parlement autrichien a voté une loi qui reconnaît l'islam mais qui interdit en même temps le financement des imams et d'organisations culturelles musulmanes par des fonds venus de l'étranger. Ça crée une petite polémique sur place. Vous avez certainement suivi ça, Oskar Freisinger. Ils ont raison, les députés autrichiens? Alors, le financement, c'est le grand problème. Soyons clairs. Ça fait maintenant des décennies que surtout l'Arabie Saoudite et le Qatar, principalement ces deux pays, mais il y en a d'autres, les wahhabites, les salafistes, sont la source de financement majeur de la construction de centres islamiques, de mosquées, etc. partout dans le monde. Or, ils ne financent pas des mouvements musulmans modérés, ils ne financent pas des gens qui s'intègrent chez nous, qui sont adaptables à l'état de droit. Ils financent toujours des mouvements qui sont radicalisés, ultra, qui veulent l'application à la lettre de la loi islamique. Et donc, si on arrivait à justement interdire certains financements, ça permettrait à cette majorité musulmane silencieuse, qui est aussi prise en otage, de se libérer de ce carcan. Parce que ceux qui ont de l'argent, finalement, sont ceux qui commandent, sont ceux qui ont les possibilités d'agir. Et j'ai vu, par exemple, Oslo, la Norvège a interdit la construction de la plus grande mosquée d'Europe qui était prévue, financée par des fonds saoudiens. Ils ont bloqué ça et ils ont dit, le jour où on pourra construire une église en Arabie Saoudite, vous viendrez financer ici une mosquée. Donc il faudrait l'interdire en Suisse aussi. Il faudrait l'interdire en Suisse aussi. Alors, je serais totalement pour que ce genre de financement par des pays qui pratiquent vraiment un islam totalement incompatible avec notre conception du droit, ce financement en Suisse soit interdit le temps que ces pays peut-être évoluent vers quelque chose de plus moderne et de plus respectueux des droits de l'homme. Le changement, vous y croyez? Est-ce que l'islam pourrait devenir compatible avec les valeurs occidentales, l'islam radical? Comment vous voyez les choses? Comment arriver à intégrer tout le monde et à faire ce fameux vivre ensemble? C'est une expression un peu fourre-tout, mais est-ce qu'on y arrivera, Oskar Freisinger? Alors, les textes sont difficiles à changer. C'est la question de l'interprétation ensuite des textes. Vous avez les hadiths, donc les actes et les paroles du prophète. Vous avez la charia, vous avez le Coran qui sont du point de vue juridique à même niveau. Et si on veut, la problématique de l'islam, c'est que c'est une loi c'est une loi. C'est un peu un résumé de notre loi pénale, de notre code pénal et notre code civil. Et donc l'application de cette loi rend quelqu'un moral et la non-application non. Et nous avons un système différent, c'est qu'on a une loi morale, c'est le décalogue, et puis à partir de là, ensuite, nous avons fait des lois faites par des êtres humains, non pas révélées directement par le divin, qui sont fluctuantes, qui sont adaptables. Une conception du droit donc totalement opposée. Le problème, c'est pas finalement le texte, c'est le comportement des individus, et là, l'islam va devoir faire sa révolution s'il ne veut pas définitivement rater le train de la modernité. Je compte beaucoup sur les femmes. Peut-être qu'un jour, il y aura cette révolte des femmes contre ce système ultra patriarcal, mais vraiment à un point désespérant. J'ai encore vu dernièrement cette vidéo où cette femme dans l'État islamique qui est en noir et qui a un châle rouge se fait brûler la cervelle uniquement parce qu'elle a porté de la couleur et que c'est soi-disant interdit par la loi islamique. Mais enfin, je veux dire, il y a là quelque chose qui doit finalement mener à une révolte des femmes comme chez nous aussi. Un jour, elles ont obtenu l'égalité en droit. C'est une condition sine qua non qui est cet équilibre entre le yin et le yang, entre les hommes et les femmes,
l'islam, entre animus anima pour citer Jung, qui seul équilibre la vie et les sociétés. Tant que ce ne sera pas le cas, ces milieux-là resteront extrêmement violents parce que le patriarcalisme à l'extrême, c'est toujours caractérisé par une grande violence. Tous les musulmans ne sont pas violents. Enfin, les 99,9% ne le sont pas quand même, Oscar Freisinger. Non, d'accord, mais il ne faut pas venir me dire que les autres. Non, mais on ne peut pas dire que le monstre de l'islamisme pur et dur qui sévit partout dans le monde, que ce soit Boko Haram, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan, en Libye, partout, que ce soit étranger à l'islam, c'est issu de l'islam. C'est un des visages, justement, produits par l'islam, et l'islam doit trouver en lui-même la force de changer ça. Il doit se poser quand même cette question, et je le dis pas moi, c'est des soufis, c'est des musulmans, des professeurs d'université et autres qui le disent également. Même Al-Sisi en Égypte avait un discours qui va dans ce sens. Il a dit arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et de nous dire c'est pas nous, c'est pas l'islam, etc. Oui, c'est issu de nos sociétés. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait qu'on produise de tels monstres? Alors on a eu le Conseil d'État pendant quelques minutes. Là je retrouve le tribun UDC. Ouais, vous l'avez bien cherché. On va passer à la lecture de la presse qui nous ramène d'ailleurs à des questions d'étrangers et d'immigration. C'est un sujet qui est tiré de la presse romande, Georges Pop, alors qu'une fronde s'organise en Saint-Gilles contre un centre de requérants. On en a parlé cette semaine sur cette antenne. 3 syndics n'ont pas peur, eux, de soutenir clairement le projet. Au milieu des cris, des bruits de cloches, des feux d'alerte, 3 syndics n'ont pas peur de faire entendre leur voix, nous dit le matin. La syndic de Tintrin, Tettlingen en allemand, Antiebury. Les gens, dit-elle, veulent bien aider les réfugiés, oui, mais pas chez eux. Kuno Filippona, syndic de Gain, d'Udingen. Le bâtiment, dit-il, est idéal pour accueillir des requérants. Doris Buchli, syndic de Vuneville. Arrêtons avec ces peurs, dit-elle, les requérants ne sont pas tous des criminels. Le journal La Liberté rappelle, lui, que le centre prévu à Chevry est un projet conforme à la révision de la loi voulue par le peuple en 2013, texte plébiscité en Saint-Gilles par 83% des électeurs. Alors que dire de ce député UDC et de cet autre PLR qui mène la fronde? Ignorance, malhonnêteté intellectuelle, pur opportunisme. Ces gens-là n'ont pour seul horizon que les voix qu'ils peuvent gagner en s'époumonant dans le sens du vent mauvais. Citation de La Liberté. Juste un mot sur ce centre de requérants. Il y en a d'autres, évidemment, en Suisse, Oscar Freisinger. Vous comprenez la peur des gens. Vous comprenez aussi peut-être ceux qui disent il ne faut pas avoir peur. Où vous situez-vous là? Bon, je vois le même problème en Valais. C'est la même chose pour les Roms, pour les gens du voyage. Vous avez exactement la même problématique. Tout le monde se dit tolérant, ouvert, et mon Dieu, combien il faut aider son prochain. Et dès le moment où ça les touche, que c'est proche de leur petit jardin personnel, là, plus personne n'y est. Not in my backyard. Il y a une expression pour dire ça. Not in my backyard. C'est exactement ça le problème. En Valais, maintenant, on a à Chamoson un centre qui va s'ouvrir. Il y a des réactions. J'ai même une lettre que j'ai reçue hier d'une personne qui avait obtenu l'autorisation de construire un chalet à proximité de l'implantation de ce centre et qui maintenant m'envoie une lettre horrifiée en disant mais c'est pas possible, moi je voulais passer une retraite en paix et tout ça et maintenant je vais me retrouver avec 90 requérants là devant ma porte. Voilà, vous imaginez la situation. On peut aussi comprendre les gens parce que ça dépend aussi de la population qu'il y a dans un tel centre de requérants. Quand c'est des familles, ça se passe généralement assez bien, donc on arrive à gérer la chose au niveau de la sécurité parce que pour ma part je suis responsable de la sécurité autour de ces centres et puis des descentes qu'on fait de temps en temps pour gêner la petite criminalité, style vente de drogue, vol, etc. Par contre, si c'est des jeunes hommes, et on a de plus en plus cette population qui nous vient, des jeunes de 20 à 30 ans, isolés, seuls, et là, évidemment, il y a une tendance à avoir, autour de ces centres de requérants, pas mal de problèmes de drogue et de vente de drogue et de petite criminalité. Bon, en général, ça se passe plutôt bien. On passe à un autre sujet, mais qui nous ramène aussi à l'UDC, Georges Pop. C'est à Nidwald, l'enseignement à Nidwald fait l'objet d'un bras de fer entre les enseignants et l'UDC local, c'est-à-dire dans 24 heures et la tribune de Genève. 8 mars prochain, les citoyens du demi-canton vont voter sur une initiative de l'UDC qui demande une seule langue étrangère à l'école primaire au lieu de 2. Les Nidwaldiens pourraient bien être suivis par les Turgoviens, les Lucernois, les Grisons, peut-être les Uriquois. À Nidwald, les initiants évoquent la surcharge des élèves, le fait que leurs résultats en allemand et en maths sont mauvais. Ils estiment que l'enseignement du français peut attendre le secondaire. Faux, estime la grande majorité des enseignants qui font bloc. Les élèves ne sont pas surchargés. Ils craignent que le canton ne s'isole du reste de la Suisse. Réaction politique et non pédagogique, retorque l'UDC qui affirme que les enseignants votent surtout à gauche. Que dit l'enseignant que vous étiez, le prof d'allemand, Oscar Freisinger? L'UDC local a raison, une seule langue étrangère doit être enseignée au primaire au lieu de 2?
Alors, je ne suis pas d'accord du tout avec les UDC suisses allemands sur ce point. À l'intérieur du parti, d'ailleurs, le débat fait rage. C'est faux d'agir de cette manière. Il ne faut pas se demander si on doit faire 2 langues ou pas à l'école primaire. Il faut se donner les moyens. Et plus on maîtrise de langues, j'en maîtrise 4 moi-même, plus le haut-valaisan. Donc, je vois l'avantage que ça représente. Je suis parfaitement bilingue quand je suis au Parlement. J'ai jamais besoin de traducteur, rien du tout. C'est un avantage absolument incroyable qu'on donne à nos élèves. Et le français et l'allemand, qu'on le veuille ou non, ce sont les premières langues nationales. Après, l'italien aussi, mais enfin, français, allemand, disons, déjà au départ. Et il doit prendre 2, 3, voire 4 langues. C'est possible pour un cerveau humain. Il faut simplement se donner les moyens, s'y prendre assez tôt et de manière intelligente. Ce qu'on a fait en Suisse allemande, c'est qu'on a, à un certain moment, et ça c'est Ernst Buschor qui l'a fait il y a une quinzaine d'années, dizaine d'années, où il a tout à coup inversé l'ordre. Au lieu de faire d'abord la langue, commencer avec la langue la plus difficile en 3e primaire, et puis de commencer ensuite avec la langue la plus facile, c'est l'anglais, en 5e, il a inversé. Il a commencé avec la langue plus facile, c'est l'anglais. Pour les Suisses allemands, c'est très facile à apprendre. Et puis le français, 2 ans plus tard, il a tué le français, qu'on le veuille ou non. Et puis alors, il était facile pour lui de dire, quelques années plus tard, voyez, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que si on se donne pas les moyens, ça ne fonctionne pas, c'est sûr. Et je trouve déplorable ce genre d'attitude. Je pense qu'il est absolument nécessaire que la 2e langue nationale soit enseignée en priorité. Et puis l'anglais, c'est l'anglais dont on a besoin. C'est quelque chose qui peut s'apprendre un séjour de quelques mois à Londres, et puis vous l'avez, votre anglais. Propos très clairs de l'ancien enseignant que vous étiez. On passe à la presse alémanique. Le rédacteur en chef et propriétaire de la Weltwoche, le fameux Roger Koppel, Patrick Chaboulet, se lance en politique. Oui, candidat au Conseil national sur la liste de l'UDC, une annonce largement évoquée dans la presse alémanique ce matin. La Basler Zeitung parle d'un homme sérieux qui a déjà derrière lui la transformation notable de la Weltwoche et qui pourrait apporter encore davantage de respectabilité à l'UDC au sein des milieux bourgeois. Pour le Tagesanzeiger, il ne s'agit que d'un premier pas, il n'y a qu'une explication à cette candidature. L'UDC est en train de préparer un successeur au conseiller fédéral, Uli Maurer. Monsieur Blorer avait conseillé à Monsieur Koppel de ne pas se lancer en politique. Est-ce qu'il a raison d'y aller, Oskar Freisinger ? Si il a envie de changer quelque chose dans ce pays et que cet engagement politique lui tient à cœur, il fait bien de le faire. C'est une petite bombe, pour moi aussi. C'est vraiment assez surprenant. J'étais très surpris lors de l'annonce de cette candidature, mais je m'en réjouis fortement parce que je connais Koppel personnellement. J'ai collaboré pour certains articles que j'écris des fois pour la Weltwoche. Je lis ce journal assez régulièrement. Il soulève des lièvres. Il est extrêmement nécessaire à la diversité médiatique en Suisse allemande. Malheureusement, nous n'avons pas un tel journal en Suisse romande, c'est un peu dommage, mais Koppel est un type vif, il est rapide, il est très intelligent, bon débatteur, il connaît les sujets, ça c'est vraiment le candidat rêvé. Donc moi si je peux trouver un candidat comme ça à mettre sur les listes en Valais, mais j'ouvre une bouteille de champagne évidemment. Votre destin à vous, on termine là-dessus, Oskar Freisinger, vous ne serez pas candidat à un nouveau mandat sous la coupole fédérale cet automne, vous allez vous concentrer sur votre tâche de conseiller d'État, vous souhaitez poursuivre la vice-présidence de l'UDC suisse, vous avez décidé tout ça ? Oui, alors c'est vrai que je ne me représente pas parce que j'estime qu'à un certain moment, un parti, bon c'est vrai, j'en suis le président fondateur, donc j'ai porté ce parti, mais à un certain moment, il faut s'effacer pour de nouvelles forces. Il faut que le futur soit préparé, et il y a d'autres qui doivent pouvoir prendre des places. Ça doit continuer derrière moi parce que c'est ces gens extrêmement dominants qui disent derrière moi le déluge. Franchement, c'est pas une bonne idée. N'oublions pas que je suis prof, je suis pédagogue, et donc je désire à ce que j'ai créé puisse connaître la pérennité et être pérennisé. Et sur la vice-présidence de l'UDC, parce qu'il faut qu'on se quitte là maintenant, vous avez déjà une réponse ? Là, pour le moment, je vais continuer. Et puis ensuite, on aura une discussion avec la direction du parti. Si c'est souhaitable qu'un conseiller d'État continue à faire partie de ce grémium, moi, je n'ai rien là contre. Pourquoi pas ? Ça m'intéresse tout à fait de continuer aussi, de pouvoir un peu, à travers le parti, influencer la politique suisse. Mais ça dépendra de la discussion qu'on aura dans le cadre du parti. Le renouvellement a lieu l'année prochaine, au mois d'avril, à ce niveau-là. Merci, Oskar Freisinger, d'avoir été notre invité. Merci. Je salue Sandro Lisci à la technique. Bonne journée.